Salut la gang, bienvenue au podcast MotoX. Cette semaine, on a une légende du action sports, un vieux chum que ça faisait longtemps que j'avais pas jasé. C'est comme des retrouvailles dans la prochaine grosse heure avec un de tes bons amis, Ben. Absolument. Pierre-Luc Gagnon. Dans le podcast MotoX cette semaine avec quelqu'un d'international, Andréane. Hey, on est big aujourd'hui. On est vraiment big parce que, écoute, un vieux chum que ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé. Puis, mais on rit, on dit international, mais c'est vrai qu'il est international. Pierre-Luc Gagnon, comment ça va? Ouais, ça va bien. De retour au Québec depuis le mois de novembre à peu près. Là. Je suis au Mont-Tremblant ces temps-ci, pas mal. Fait que, Ça, c'est déjà... Je suis un peu dans ton coin aussi. Là. Je passe du temps à Repentigny. Là. Je me suis fait une copine dans le coin de Repentigny. Fait que c'est pas mal cool d'intervenir au Québec. Là. C'est des gros changements dans ma vie. Ben oui. Les gars, je te coupe, Ben. Je veux pas faire la party pooper, là, mais j'aimerais ça qu'on nous situe en quelques mots, mettons. C'est qui Pierre-Luc Gagnon? Parce que Adrienne, tu vas pour les blondes, pour ceux qui le connaisseraient peut-être plus que JL. Ah, mais les boys et les girls, je vous arrête là, parce que là, on est trop excités, on part ben raide sur le chire. Oui, non, c'est ça, là. On va revenir, là. Pierre-Luc Gagnon, c'est qui dans la vie? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est là? Mais avant d'aller là, Andréane, il faut remercier les commanditaires. Il faut remercier les commanditaires qui rendent possible le podcast. Hey, on passe sur des chapeaux de roue, là. Ben, je sais bien. Écoute, on est tous excités. Merci à Husqvarna Motorcycle Canada, Motovan, DL Performance, VP Race Fuel. Ça, c'était peut-être le gaz que tu mettais dans ton Coix 125, Pierre-Luc. Mais ça, on va y revenir. Silver Wax et Pantera Motorsports. OK, yes. Là, on est prêt. Là, on est live. On part ça. Écoute, Pierre, tellement d'affaires à compter, Pierre-Luc. Comme Adrienne disait, il y a peut-être des gens qui te connaissent pas parce que tu es connu aux States, mais tu es peut-être moins connu ici. Mais je pense que tu es moins connu ici. Puis on va en parler. Fait que dis-nous un peu qu'est-ce que tu fais. Parce que là, on a un podcast de motocross. T'es pas un gars de motocross, t'es pas connu pour ça, mais t'as un lien avec ça, là. Je suis pas vraiment un gars de motocross, mais moi, je fais des événements de skate depuis que j'ai 16 ans, depuis à peu près 96. Puis avec les X Games, puis la façon qu'ils nous packageaient tout ensemble, les skaters, les BMXers, le motocross. Moi, quand j'allais dans un événement de skate, puis il y avait tout le temps le contest de freestyle motocross, c'était comme mon événement préféré à regarder. Je trouvais ça vraiment cool. Fait que, j'allais tout le temps voir, Feist, Twitch. Je pense que toi aussi, t'étais là-dedans. Puis, en tout cas, Travis Pastrana, tous ces gars-là, j'étais un gros fan du freestyle motocross. Fait que moi, quand j'avais fini ou après ma pratique, j'allais tout le temps voir le contest. Fait que je sais pas si c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, honnêtement, là, j'ai aucune idée. Mais moi, j'ai grandi à Boucherville. Puis, en 96, j'ai gagné le Vans Warped Tour. Ça, le Vans Warped Tour, c'est un show de musique qu'il y avait dans toutes les villes, partout à travers les États-Unis et le Canada. Il y avait une compétition de skate à chaque événement. Et puis, en 96, j'ai gagné, moi, à New York. Puis, en gagnant à New York, j'ai eu un voyage payé par Vans pour aller à Hollywood, là, à LA, pour la finale. Puis, j'ai gagné la finale en 96 qui m'a donné un contrat avec les Vans et puis un salaire. Puis, ils m'ont donné un gros travel budget. Ils ont commencé à m'envoyer pas mal partout à travers le monde. J'avais 16-17 ans, là. Je venais d'avoir 17 ans. Non, j'avais 16 ans en 96, 97. C'était peut-être ça, 96, 97. J'ai gagné en 96, mais ma carrière a commencé plus en 97, là. Puis dès la première année, comme je me classais bien, je me rappelle, je suis allé à Tampa Pro, puis j'ai fait la finale, le top 10 dans mon premier contest professionnel. Fait que là, j'étais comme, wow, c'est cool, ça. Puis je me suis mis à vraiment voyager. C'était là, on est allé en Europe pendant un mois de temps. Puis, après avoir fait ça à partir de Montréal pendant 3 ans, en 2000, je voyais qu'à Montréal, en tout cas, moi, les gars avec qui je me tenais, là, ça vivait pas mal, pour fumer des battes, puis c'était pas mal ça leur motivation, Puis moi, je trouvais que, ça avançait pas, mon groupe d'amis, puis, c'était le fun, mais j'étais là, faut que je fasse un move pour que ma carrière, débouche. Je veux pas comme rester là, comme être bon, mais je veux vraiment essayer de me rendre au top le mieux que je peux. Je veux pas me réveiller 20 ans plus tard puis être là, j'aurais dû faire ci puis ça. Fait que je me suis dit, je vais aller passer 6 mois en Californie. Fait que j'ai déménagé à Encinitas. J'ai loué une chambre avec Matthias Ringstrom en septembre 2000. Je pensais rester là 6 mois.
Puis j'ai fini par passer 21 ans là-bas. Ah, wow! Incroyable. C'est ça que tu dis, là, tu viens tout juste de revenir au Québec, t'as quitté la Californie. Je suis venu ici au mois de novembre parce que, je sais pas, tu sais, la discipline, comme on pourrait dire, là, tu sais, qu'est-ce que je fais en skate? Moi, j'étais surtout un vert skater, un skater de rampe verticale, de half-pipe. C'est comme une rampe qui a, je dirais, 12 pieds de transition. On appelle ça 12 pieds de tranny avec 2 pieds de verticale sur le top. Puis, c'est soit qu'on filme des trucs, on filme un vidéo part ou on fait de la compétition. Ça, c'est une run de 30 secondes. Puis, habituellement, c'est soit la meilleure run compte ou les 2 meilleures runs compte. Puis, là, le vert, c'est pas ce que c'était durant ma carrière. Comme moi, j'ai quand même été chanceux parce que de 96 à 2016, tu sais, c'était comme pas mal le pic du vert skating. Tu sais, on avait des événements partout dans le monde. Mais là, le skate, le street, le ball est devenu olympique. Mais pour une raison, le vert, c'était moins accessible que le street, le ball. Alors, le vert n'est pas olympique. Fait qu'il y a moins d'événements qu'avant. Puis moi, je me suis blessé en même temps. Fait que c'est pas mal ça qui me ralentit les dernières années, là. Mais en tout cas, on va parler de ça plus tard. Je vais pas faire ma fille qui connaît pas, là. Mais mettons, Tony Hawk, moi, c'est la seule personne que je connais en skateboard. Lui puis Danick Bastien, mettons, là, que c'est notre ami de Trois-Rivières. C'est ça qu'il faisait, Tony Hawk, là, du... Oui, Tony Hawk, c'est la même chose que moi qui faisais. Comme moi, quand j'ai tourné pro, en 97, là, mes premières compétitions, je faisais de la compétition contre Tony Hawk. Comme je me rappelle, la première année, le Vance Triple Crown Pro, le Finals, là, qui était à Hollywood, moi, j'ai fini 4e, Tony Hawk, je suis presque sûr qu'il a gagné. OK. Fait que toi, t'es comme le Tony Hawk québécois. Ouais, si tu veux dire, merci. Mais je vais le prendre. Mais Pierre-Luc, je veux qu'on parle de ton début de carrière parce que je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant pour ceux qui nous écoutent puis qui aspirent faire une carrière, que ce soit en skateboard ou en motocross, puis qui veulent se diriger là-dedans. Puis, tu sais, je t'ai connu, puis j'ai connu aussi ton père. Ouais. Qui est tout un personnage qui est écœurant. Puis en te connaissant toi puis ton père, j'ai compris un peu qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as réussi à te rendre où tu t'es rendu. Mm-hmm. Les ingrédients de ta recette qui ont fait en sorte que tu as pu avoir du succès. Puis peux-tu nous en parler? Parce que c'est vraiment cool ce que ton père a fait à l'époque avec le skate park, avec le programme aussi pour l'école, puis tout ça. Puis ça, je pense que c'est super important dans ton développement. Là. Ouais, non, mon père, je me chicanais avec lui tantôt. Là, on est super bons amis, là, mais des fois, là, moi et mon père, là, je suis sûr qu'il y a plein de monde. Une idée dans la tête, là, il l'a pas dans le derrière. Là, c'est ça. Des fois, mon père, il pense quelque chose, puis il dit, tu devrais faire ça. Puis là, si moi, j'ai une idée différente, là, non, c'est ça. En tout cas, là, je suis là. Je pense que tous les papas sont pareils. Ouais, mais mon père, je pense qu'il est un peu next level quand ça vient à ça, là. Il est dur à battre. Mais, ouais, c'est ça. Moi, j'ai grandi à Boucherville. Je me rappelle, moi, quand j'étais tout petit, là, mes parents, ils faisaient beaucoup de ski l'hiver puis du ski nautique l'été. Fait que j'ai grandi pendant là-dedans quand j'étais tout petit. Puis là, après ça, j'ai commencé à faire de la course en ski. Quand j'étais petit, j'avais 10 ans, je faisais de la course avec Éric Gay. Éric Gay, c'est comme skieur olympique, là, maintenant. Je sais pas, vous savez c'est qui. Ouais. Moi, j'étais aussi bon que lui dans le temps. On faisait la compétition ensemble. Mais moi, l'été, j'ai commencé à faire du skate à 9 ans. Fait qu'après 1 an de skate, je faisais encore de la course en ski l'hiver. Là, j'étais là, la course en ski, là, je sais pas, tu sais, comme durant la semaine de relâche, moi, au lieu de m'entraîner avec les autres skieurs, je me prenais un snowboard, je faisais du snowboard toute la semaine. Puis là, je faisais la course le dimanche, puis la majorité des fois, je gagnais quand même. J'étais quand même pas le bon, tu sais. Mais en tout cas, j'essaye pas de me vanter, là, mais j'avais du potentiel en ski. Puis là, après avoir fait du skate pendant 2 ans, j'ai tout lâché ça parce que je voulais faire quelque chose qui était un plus comme le skate, tu sais. Je tripais bien gros sur les board sports. C'est snowboard l'hiver, du skate l'été. Puis là, mon père, tu sais, il était vraiment sportif avec moi dans le skate, là, comme à chaque jour après l'école, là, on allait à un skatepark différent. Soit qu'on allait à la rampe à Boucherville, la rampe à Longueuil, la rampe à Brossard, au parc Jarry à Montréal, il y avait une rampe de 6 pieds là.
Puis, il y avait une couple de skatepark intérieur. Il y avait un skatepark intérieur qui s'appelait Skate Department, à Saint-Ambroise, qu'on allait. Puis là, il me conduisait là pas mal souvent. Puis après ça, on a eu une genre de rampe privée pendant 1 an de temps à Longueuil avec la boutique verticale. Props de ces gars-là, Yannick, et puis Pierre, Max Dufour, tous ces gars-là de la boutique verticale. Puis on avait ce rampe privé-là avec Barry Walsh, un autre skater légendaire du Québec, Marc Tisson, le photographe aussi, Dan Mathieu. Puis, c'est ça. Moi, j'avais comme 10 ans, puis mon père avait un surnom dans le temps. Les autres skaters étaient un peu rebelles. Il appelait mon père le chef des casques. Parce que mon père, à chaque fois, tu sais, il rentrait au skatepark, le skatepark privé, puis les jeunes, tu sais, ils faisaient un peu n'importe quoi, puis mon père, il disait, mets ton casque, parce que c'était le seul adulte, tu sais. Mon père, c'est le seul adulte, tu sais. On avait un warehouse, là, avec un vert, un mini-ramp, on payait 50$ par mois. Tu sais, là, les gars, là, des adolescents dans un warehouse privé comme ça vient, là, que ça fait le party, la bière, le skate, tout. Puis là, ça met pas leur pad. Là, quand moi, je rentrais là avec mon père, tu sais, moi, j'avais 10 ans peut-être, là, mon père, c'est le seul adulte. Fait que mon père, c'est lui un peu le shérif, là. Puis là, ils ont donné un surnom, le chef des casques. Puis là, après ça, on a perdu ça. Parce que là, l'affaire, c'est que personne ne voulait payer l'hiver, après que l'hiver finissait. L'été, les skaters sont pas mal gratteux, là, si on va s'entendre, là. Ils veulent pas payer comme 50$ par mois pour skater à l'intérieur quand on peut skater dehors gratuitement. Fait que là, à chaque hiver, quand le printemps venait, on perdait le skatepark parce que personne payait, puis le skatepark fermait durant l'été. Là, l'hiver, il y avait un autre skatepark qui rouvrait ou certains hivers, il n'y en avait pas. Fait qu'en 92, mon père était à la ville de Boucherville avec une présentation. Puis il a convaincu la ville de Boucherville de nous donner un local à Boucherville où est-ce que nous, on a investi notre propre argent pour construire les rampes. Puis mon père, il s'est repayé avec les entrées, tu sais, des skaters. Puis la ville nous donnait le local gratuitement. Puis ça, on a eu ça de 92 à 98. Puis moi, j'étais là à chaque jour, là, je vivais pratiquement là. Je vivais là, puis je mangeais au Harvey's, au bord de la rue. C'était pas mal ça, là. Mais ton père t'a permis d'avoir un endroit où t'entraîner finalement, là, parce que tu l'as dit, sinon, il faut que vous preniez un peu de place en place. Fait que là, il y avait peut-être une sorte de structure supplémentaire. Avant 92, c'était comme pas mal all over the place. Tu sais, c'est comme à chaque hiver, là, on savait pas qu'est-ce qui allait arriver. Puis là, même mon père m'a construit une mini-rampe de 2 pieds dans le sous-sol de la maison, OK? Là, 8 pieds de large, 2 pieds d'eau. Puis, tu sais, j'étais pas grand, fait que les plafonds de 8 pieds, là, je touchais pas au plafond. Tu sais, là, maintenant, ça serait top, là, mais dans le temps, j'étais pas grand, je rentrais. Fait que là, ça faisait un méchant... ça faisait du bruit, ça, là. J'en reviens pas que mes parents m'aient enduré, là, faire de la mini-rampe dans le sous-sol, là, avec des disasters, tout, là. Dans la maison, là. Ça, j'ai fait ça pendant un hiver de temps aussi. Mais là, en 92, on a finalement eu le skatepark. Fait que là, c'est comme, wow, là, on est quelque part de permanent à skater de 92 à 98. Puis c'est comme ça que je suis rentré en sport-études à Demortagne, parce que moi, j'habitais à Boucherville, juste à côté de la polyvalente de Demortagne. Demortagne, c'est une école qui était reconnue pour les sports-études. Puis mon père, lui, était coach au basketball, puis à Lucien Pagé Concordia, il revenait un programme de sport-études en basketball. Fait que mon père, il a pris le programme de basketball, puis il a appliqué ça avec le skate, puis il a présenté ça à Demortagne, comme moi, je rentre en sport-études skate à Demortagne, à Boucherville. Mais est-ce que t'étais seul? T'étais seul? Parce que moi, j'ai fait sport-études. Comme Brown Kid, un Marc Michael, on a essayé de faire rentrer, mais lui, sa mère ne voulait pas. Il y avait un autre de mes amis qui voulait rentrer aussi, ses parents ne voulaient pas. Tu sais, les parents, dans le temps, le skate, c'est pas ce que c'est aujourd'hui, là. C'était pas un sport olympique. Ils pensaient qu'on était un paquet de rebelles fumés de potes qui cassaient des affaires, là. C'était comme skate and destroy, puis c'était ça, tu sais, comme... C'était pas mal comme vu. Aujourd'hui, où hey, tu peux être un athlète olympique qui gagne ta vie avec le skate, là, ça n'existait pas. C'était vraiment très underground puis marginal. On parle des débuts 90, là. Ça fait quand même presque 40 ans. Non, pas presque. Ça fait 30 ans. Ouais. En tout cas, 30 ans. Mais Andréane a fait la même affaire, mais en patinage artistique. Mais c'est ça. Moi, je suis pas aller à l'école avec toi parce que moi, j'ai fait tout mon secondaire avec des joueurs de hockey, des patineuses artistiques, 2 joueurs de tennis,
puis peut-être 2 joueurs de volleyball. Mais c'est ça, j'allais dire. Moi, dans le fond, c'était ici à Trois-Rivières, en Mauricie, mais tu sais, tu dis Domortagne. Moi, j'ai plein d'amis avec qui j'ai patiné qui sont allés à Domortagne aussi, puis ça, je te demandais si t'étais le seul, parce que moi, je me souviens, il y avait quelqu'un en équitation qui était en sport-études, un peu, puis j'ai la même chose que ton père. Il avait réussi à écrire un programme d'équitation, puis c'était tout un peu le running gag, parce que était tout seul dans son sport-études, tu sais, on se tenait tout en gang de sport, puis mais comme était tout seul, fait que, mais c'est cool que ton père ait fait ça, parce que, ben, d'un, je pense que ça prenait du guts, puis ça prenait de la vision d'essayer de convaincre quelqu'un, que le skateboard, c'est un sport, parce que j'imagine que, tu l'as dit, là, c'est aux Olympiques aujourd'hui, mais ça a dû être long avant de considérer ça comme un sport, un peu comme le motocross. Ben, moi, c'est ça qui est le plus drôle, c'est que quand j'étais au secondaire, là, moi, j'étais complètement un outcast, là, j'étais quasiment comme une joke, OK? Les joueurs de hockey, ils riaient de moi presque. Tu sais, skate, hein? Là, ils m'appelaient Coco parce que j'avais la tête rasée. Puis là, j'avais des gros pants baggy. J'étais habillé avec des t-shirts de skate. Puis là, ils m'appelaient, tu sais, en tout cas, là, ils pensaient que j'étais un genre de fumeux de pote parce que j'étais un skater. Tu sais, plein de niaiseries comme ça. Puis eux autres, c'était comme des full-on jocks, là, les joueurs de hockey. Tu sais, tout en gang. Puis là, ça faisait des jokes de slap shot, là, tu sais, le film, là. Tout, c'est des inside jokes entre joueurs de hockey, toute la journée, comme tout le temps avec des joueurs de hockey. Puis comme moi, j'étais le seul en skate. Moi, je me tenais avec du monde qui était pas dans ma classe parce que les skaters, là, à l'école, ils étaient pas en sport-études. Là, j'étais le seul en sport-études. On était quand même dans la même école, mais on n'était jamais dans la même classe. Ouais. Moi, j'ai été chanceux, j'ai été capable d'être avoir des assez bonnes notes à l'école pour rester en sport-études. La directrice, elle me détestait aussi parce que je me suis ramassé à son bureau assez souvent, tu sais. Mais en 96, quand je suis devenu comme champion du monde amateur, puis que j'ai tourné pro, là que j'ai eu des commandites, puis là, tout à coup, elle m'aimait, puis là, elle m'invitait à l'école, puis là, elle se vantait. Ah oui, on a Pierre-Luc Gagnon en sport-études. Là, je suis là, ben oui, c'est ça. Hey, c'était pas là il y a 5 ans quand tu pensais que j'étais un petit bum, là. C'est vrai que on s'entend que le skateboard des années 90 versus le skateboard aujourd'hui, vous étiez considérés, puis vous l'êtes encore comme des bums, puis du monde qui font du skate sur des trottoirs de building, puis des marginales. Des marginales, c'est ça. Puis c'est drôle qu'aujourd'hui, c'est rendu aux Olympiques, le chemin que ce sport-là a parcouru. Puis comme tu disais, Andréane, je suis sûr que dans le temps, personne considérait le skateboard comme un sport. Puis aujourd'hui, c'est rendu aux Olympiques. C'est incroyable. Mais je pense que c'était plus un lifestyle avant. Ouais. C'est drôle parce que quand Ben m'a dit qu'on était pour te recevoir au podcast, j'ai dit que moi, j'avais eu ma phase skater, là. Moi, écoute, j'ai commencé le secondaire en 2000. Fait que genre 2000, 2001, 2002, tu sais, je jouais à Tony Hawk Pro Skater sur ma Nintendo DS. Tu sais, c'était dans le temps là, des débuts de Blink-182, puis on écoutait la musique, puis j'ai demandé à ma mère qu'elle m'achète des souliers de skate. On avait tous des DC shoes, on était gros de même avec des souliers gros de même, puis on tripait tout sur les skaters, mais tu sais, c'est ça, c'était vraiment comme un genre de lifestyle qui était bien à la mode. Puis tu sais, c'était comme, c'est quoi la musique que t'écoutes? Ah, moi, c'est de la musique de skate. Comme du range de skate, de la musique de skate. Ouais, mais la musique de skate, c'est comme du punk, là, surtout. Ouais. Il y avait un gros mouvement. Punk rock. Mais là, nous autres, on écoutait aussi quand même pas mal de rap. C'était un mélange de punk rock, hip-hop, puis heavy metal, là. Tu sais, ça passait pas mal à travers Metallica, en tout cas, c'est Tribe Called Quest. Tu sais, c'est comme, j'ai tout le temps écouté pas mal de tout, là. Mais là, Pierre-Luc, là, il faut partir un programme sport-études motocross. All right. Mais il y en a un à Drummond. C'est cool de combiner quelque chose avec le motocross et le skate. Ou est-ce que, en tout cas, tu sais, un programme de sport-études, moi, je dirais plus action sport, tu sais. Comment on dit ça en français? Sport-action. Sport-action? OK, c'est ça le terme. Sport-action. Sport-études, sport-action. Sport d'action. Sport extrême, ouais. Non, pas extrême, c'est fini extrême. Mon français, il s'améliore. Je t'ai remis un peu, là, mais là, ça fait quand même 3 mois que je suis au Québec. Là. Ma copine, Ariane, moi, elle disait que je parlais un peu avec un accent. Quasiment. Ben oui, ça fait tellement longtemps. Mais non, un sport-études motocross. Mais comme tu disais, Adrienne, il y en a un, je pense, à Drummond. S'il y en a qui nous écoutent. Collège Saint-Bernard à Drummondville, sport-études. Mais ça, c'est-tu freestyle ou c'est racing? C'est course. C'est course de motocross, ouais. Allez-y dans les commentaires si vous avez plus de détails sur le sport-études motocross
Allez-y dans les commentaires, juste là, on veut en savoir plus. On veut relancer ça. Moi puis Pierre-Luc, on va faire un nouveau sport-études, action sports, motocross, BMX et skateboard. Ça serait cool d'amener le freestyle motocross là-dedans, là, que ça soit pas juste racing. Ouais. Tu sais, comme... Parce que, écoute, comme moi, skate, là, j'ai toujours considéré le skate. C'est sûr que c'est quelque chose de physique, un peu, mais pas vraiment un sport. Moi, je considère plus ça quasiment comme une forme d'art. Comme moi, le skate, mon approche, ça a tout le temps été de faire quelque chose d'original, de m'exprimer, être unique, puis faire quelque chose qui était différent des autres skaters. Comme je parlais de ça l'autre jour, il y avait un skater que je connais, puis là, on parlait de lui, on dit, ouais, il est bon, mais il nomme un truc que lui fait, qu'il a inventé, qui est le seul à faire. Qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau au sport qui a été unique, qui n'a jamais été fait avant, puis qui est le seul à faire, puis que lui est connu pour avoir inventé ça? Tu sais, c'est quoi? Veux-tu être un band ou tu veux être un cover band? J'aime ça, j'adore ça. J'aime ça. J'adore ça. Ouais. Pierre-Luc, je vais te donner un autre terme aussi que tu peux garder avec toi, là, je te le donne. C'est un sport-spectacle. Un sport-spectacle? C'est un sport-spectacle. Freestyle motocross, c'est un sport-spectacle. Évidemment, il y a l'aspect spectaculaire, spectacle, mais il y a l'aspect aussi sportif. Fait que c'est un sport-spectacle. C'est un sport-spectacle, c'est un lifestyle, ça c'est sûr. Ça a été fort, comme tu dis, Andréane, dans les années 2000. Tout le monde s'habillait en skater, même s'il en faisait pas. Tout le monde avait des skate shoes, même s'il en faisait pas. Ouais. Non, mais une autre histoire, tu parlais de DC Shoes. Comme moi, quand j'étais jeune, quand j'étais encore à Montréal, quand mes idoles, puis ceux qui m'inspiraient vraiment dans le skate, c'était Danny Way, Colin McKay. C'est sûr qu'il y a eu Tony Hawk ici, mais Danny Way puis Colin McKay, c'est eux qui m'inspiraient vraiment parce que ils ont pris l'aspect de street skating puis ils ont amené ça sur la rampe, OK? Puis leur style était complètement différent, comme beaucoup plus, comme je dirais, progressif que Tony Hawk. Tony Hawk, c'est sûr qu'il a inventé un paquet de trucs, tout, puis j'y enlève absolument rien, là. Tony Hawk, c'est une légende. Mais eux, leur style de skate était beaucoup plus tech, puis plus street que Tony. Fait puis là, eux, ils ont parti DC Shoes. DC, c'est Danny and Colin. Ouais, il y a du monde qui disent que c'est Drawers Clothing, mais c'est pas vraiment, en tout cas, moi, c'est Danny Way and Colin McKay, DC Shoes. Puis, moi, j'ai déménagé là-bas, puis Colin, c'est un de mes meilleurs amis maintenant. Fait que j'ai été super chanceux parce que j'ai eu la chance de skater leur rampe privée, de devenir ami avec eux autres. Puis, c'est une bière que tu as là? C'est une bière sans alcool. Ah oui? Oh! Ah oui? Si t'en as à portée de la main, vas-y. Garde-toi. Il n'y a pas de règlement. D'année sans alcool à chaque année. Fait qu'on n'a pas bu d'alcool encore en 2022. Pour vrai? Là, puis on s'est dit qu'on t'a fait jusqu'à temps qu'on déménage. Là, on devrait déménager en quelque part au mois de mars. En mars, ouais. Là, Ben, il est cool, ça. À te parler aujourd'hui, je pense. Puis, c'est ça. Fait que là, j'ai déménagé là-bas puis je suis devenu vraiment bon ami avec Colin McKay et Danny Way. Puis ça, c'était mes idoles de jeunesse. Puis là, je déménageais au Québec, puis Colin, j'y parle presque, peut-être pas chaque jour, là, mais au moins là, 3 fois par semaine. On se parle d'investissement, quel stock qui est bon ces temps-ci, dans quoi tu investis ton argent, des bitcoins, Ether, tu sais. Comme là, les deux, on est comme dans une phase différente de notre vie. Tu sais, on n'est plus vraiment comme pro skate comme on l'était quand on était dans vingtaine, dans trentaine. Mais on est resté vraiment, assez proches, là. Puis c'est un de mes meilleurs amis. Moi, j'ai une anecdote. Surtout Colin. J'ai une anecdote là-dessus. Pierre-Luc Gagnon, le skater, mais aussi l'investisseur et l'homme d'affaires. Et tu parles de stock puis tout ça. Puis à l'époque... et là, on passe du coq à l'âne, mais on n'a pas le choix. À l'époque, Pierre-Luc était commandité par Monster Energy Drink, qui est une des plus grosses entreprises de boissons au monde, qui a été achetée par Coke. C'est immense. Puis sont à la bourse, eux autres, évidemment. Ouais, on a fait de l'argent là-dessus. C'est ça. C'est une compagnie publique. Et Pierre-Luc était il recevait de l'argent. Il recevait un salaire de Monster pour être un athlète Monster. Puis en plus, il réinvestissait cet argent-là dans des stocks de Monster à la bourse. Ouais, mais moi, je le savais pas que ça allait être distribué par Coke, mais disons que j'avais des bons feelings que
sais, j'ai pas fait du insider trading, là, on va s'entendre, là. Tu sais, je suis pas comme, je m'en ramasserai pas en prison comme Marcus Stewart, là. Mais tu sais, comme, je ridais pour Monster, puis je savais qu'il y avait plein de choses qui s'en venaient de positif avec la compagnie, puis ça grossissait en fou. Fait que moi, je recevais mon salaire, puis moi puis mon père, on achetait plein de stocks de Monster, puis on a investi beaucoup d'argent là-dedans, fait qu'on a fait une bonne passe, là, avec ça. C'est ça qu'on appelle de l'économie circulaire parce que, tu sais, toi, dans le fond, t'étais comme un peu le visage de Monster. Fait que là, tu sais, tu te forçais pour gagner des compétitions, gagner des X-Games pour faire jaser de Monster, pour faire un grand plus de Monster. Puis alors que t'es green. Mon père, là, il fait du snowboard quasiment à chaque jour, puis il y a encore un sticker Monster sur son board aujourd'hui. Ben oui, mais c'est sûr, tu dois encore des palettes de Monster qui traînent dans ton garage. T'en as tellement eu. Je sais pas s'il en reste plus ben, mais je pourrais sûrement en commander. Ouais, c'est clair. Hey, bien, Alex, je veux qu'on revienne, parce que tout le monde se demande comment ça que vous faites. Vous connaissez? C'est quoi le lien, finalement, entre nous deux? Puis écoute, ça fait tellement longtemps, puis Alex, je sais même plus qui c'est qui nous a introduits, parce qu'on était deux mondes complètement différents. Puis je sais plus ça a été quoi le lien qui a fait qu'on s'est rencontrés en Californie en 2006? Moi, je pense que... Mais toi, étais-tu aux X Games? Oui, j'avais fait les... Ah, c'est ça! C'est ça. Parce que moi, je suis pas sûr à quel événement. Honnêtement, je me rappelle plus. On s'est rencontrés, c'est ça. Un événement en Europe ou... Moi, j'avais fait les X Games j'avais fait les X Games à Philadelphie en 2002, puis en 2003, c'était les X Games Global Championship à San Antonio, Texas. Ah, ouais. C'était par pays, puis évidemment, on représentait le Canada. Écoute, fier représentant du Canada. Puis ça doit être ça, parce que c'est là qu'on s'est rencontrés à un événement, puis moi, tu sais, j'étais fan de motocross. Toi, là, je suis là, wow, il y a un Québécois qui fait du motocross. Fait que, tu sais, comme, là, on s'est mis à se parler. Ouais. Puis, il devait pas en avoir beaucoup de Québécois dans votre temps aux X Games. Étiez-vous les deux seuls? Il y avait moi, en skate, il y avait moi, Max Dufault, un petit peu Dan Pajot dans le temps. Mais là, comme, là, il y avait Ben en motocross. OK, avant, quand il y avait du rollerblade, là, avant que ça meure, là. La légende. Il y avait riez pas de moi, là, mais il y avait Jonathan Bergeron, qui était un de mes bons amis d'enfance, que lui, il a gagné l'X Games, je pense, en 96 ou 97 en rollerblade, qui vient du Québec. Il y avait aussi Nicky Adams, je pense que ça s'appelle, en rollerblade. Puis, c'est ça, tu sais, il y avait beaucoup de monde du Québec, je sais pas pourquoi dans le monde du rollerblade, là, mais le rollerblade, ça, c'est fini, là. Ça n'existe plus. Les Fruit Dooders. C'était des roues alignées. Ah, Est-ce qu'il y avait comme 4 roues ou il y avait des roues alignées? Non, des roues alignées. C'est inline skating. Il appelait ça aggressive inline. Ben oui, mais c'est parce que faut se remettre dans le temps. À l'époque, les X Games, quand ça a commencé, c'est ça, comme tu dis, puis à le début des années 90, il y avait des sports un peu bizarres. Je veux pas dire que le rollerblade, c'était un sport bizarre, mais il y avait genre du monde qui descendait dans des pelles ou en luge, ou des affaires de même l'hiver, de la luge l'été. Il y avait des affaires bizarres. Hein. Les premiers X Games, là, il y avait le bungee. Il y avait aussi le snowboard aérien. C'était comme le skydiving en snowboard. N'importe quoi, là. Ouais. Je pense qu'il y avait aussi le kayak. Ouais, c'était vraiment les débuts des sports extrêmes. Non. Mais c'est ça, ils mettaient n'importe quoi là-dedans, là. Tu sais, c'était comme, wow, c'est quoi ça? Puis là, ça c'est comme, tu sais, en tout cas, là, il y a juste les sports qui étaient vraiment réels, là. Ben, les sports, les événements qui étaient vraiment réels qui sont restés, là, comme, là, ça a fini par être le skate, le BMX et le motocross. C'est seulement ça maintenant, les X Games? Hein? Est-ce que c'est seulement ces 3 disciplines-là maintenant, les X Games? Ou il y en a d'autres? Non, ils font maintenant, il y a de la course. Il y a eu du rallycross, il y a eu du super moteur. Il y a la course aussi en Harley, là. Comment ils appellent ça? Ouais, je sais, c'est comme le speedway un peu, là. Ouais. Tu sais, c'est un peu comme un genre de sport monté. Il y a eu du hill climb aussi à un moment donné. Parce que, tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que X Games, ESPN, qui t'arrête ça, c'est un show de télé, c'est un gros show de télé. Fait qu'ils essayent des sports. Puis à un moment donné, ils n'ont pas le choix d'amener des nouveaux sports. Quand ça fait 10 ans qu'ils font motocross, skate, BMX, ils essayent des nouvelles affaires, des nouvelles tendances. Fait que là, il y a comme eu une vague à un moment donné, comme tu dis. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est que Harley Davidson ont commandité les X Games. Fait que quand Harley est le main sponsor des X Games, désolé, mais il n'y a pas de Harley en FMX, là.
Fait que là, c'est comme, ils sont là pour ajouter une compétition où est-ce qu'il y a des Harley. Fait que là, il y avait des courses de Sportster, tu sais, puis des affaires comme ça. Ouais. Puis là, après ça, c'est ça, Travis Pastrana s'est mis à faire du rally avec Bucky Lasek. Là, j'étais là, un skater qui fait une course en rally maintenant. Là, la course de rally est rendue au X Games. J'étais là, wow! Mais là, tu sais, comme on peut pas se mentir, là, tu sais, les sports de motorsports, là, c'est pas mal populaire, tu sais, puis ça amène beaucoup de vues. Puis, comme tu disais, ça, c'est un show de télé, tu sais. C'est sûr que c'est un événement de skate, nous, c'est une compétition, on prend ça sérieusement, mais en réalité, là, c'est un show. Ouais, c'est un gros show de télé. Fait que, écoute, on s'est rencontrés au X Games à San Antonio, fier représentant du Canada, puis après ça, on fast forward 3 ans, donc on est en 2006, et là, moi puis Félix Trépanier, mon chum que tu connais, Pierre-Luc, on décide de faire un DVD de freestyle motocross. À l'époque, on vendait des DVD, c'était la coche. Puis on dit, hey, on fait, mais ça, c'était l'idée à Félix. On le fait big, on va en Californie. Wow, on va en Californie. On va aller rouler sur des tracks là-bas, puis on va voir qu'on n'avait pas vraiment de plan. Tu sais, je connaissais pas tant les gars que ça, puis un petit peu, mais est-ce que c'était vraiment une aventure, là? Il y avait beaucoup d'improvisation là-dedans. Ouais. Pierre-Luc, écoute, faut que je te remercie comme 15-20 ans plus tard parce que tu été vraiment cool de nous accueillir là-bas, moi puis Félix, en aventurier qu'on était avec le panel, puis les caméras, puis les bicycles. On n'avait pas de place où coucher. Pierre-Luc était vraiment cool de nous accueillir. Écoute, on a bombé son salon pendant je sais pas combien de mois. Le trophy room? Le trophy room, ça. Écoute, moi, je dormais, puis j'avais toutes les médailles des X Games de Pierre-Luc sur le mur. Je m'étais acheté un beau petit matelas au Walmart gonflable, OK? Félix aussi. Félix dormait à côté de la table de poule. Moi, je dormais dans le trophy room. Et Pierre-Luc nous a accueillis comme des rois, puis on a tellement eu de fun cet hiver-là. C'était en l'hiver 2006. 2005-2006 ou 2006-2007. Wow, ça fait... Je pourrais pas te dire quelle année, honnêtement. Là. Mais c'est l'hiver. Dans ces années-là. Là, dans le fond, si je comprends bien, là, Pierre-Luc, t'as quitté le Québec pour t'éloigner des mauvaises fréquentations pour pouvoir te concentrer sur ton sport. Et comme les petits tannants sont venus à toi pour te déconcentrer sur ton sport. Non, mais c'est pas un petit tannant, là. Tu sais, lui, il avait une passion comme moi. Puis, tu sais, c'était peut-être pas le skate, mais tu sais, on avait pas mal une vision similaire, là, tu sais, on voulait faire la même chose. On n'était pas là pour perdre notre temps, là, pour niaiser, là. C'est ça, exactement. On n'était pas là pour perdre notre temps. Comme moi, là, j'ai fait un gros move en déménageant là-bas. Je parlais pas super bien anglais quand j'ai déménagé là-bas. J'ai aucune famille là-bas. J'avais peut-être 2 amis là-bas. Avec quel âge? 20 ans. OK. Fait que, moi, j'ai eu 20 ans au mois de mai. Puis le 20, après ça, j'ai pas mal voyagé tout l'été parce que l'été en skate, on était pas mal sur la route. Fait que, tu sais, je passais un mois en Europe, X Games, boom, 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 partout. Là, au mois de septembre, je suis revenu chez nous. Puis après avoir passé peut-être 2 semaines chez nous à Boucherville, j'étais là, qu'est-ce que je fais ici, là? Ça n'a pas d'allure. Fait que là, j'ai pacté mon auto. Mon père m'a aidé à conduire. On est parti de chez nous le 20 septembre 2000. Je suis arrêté à Denver pour faire un show. J'ai fait 3000 $. Ça s'appelait Red Rock Amphitheater à Denver, au Colorado. Puis après ça, on a conduit une autre journée, puis on s'est rendu à Californie. On est arrivé le 25 septembre 2000. Ça, je me rappelle la date exacte. Puis c'est là que je suis arrivé à Encinitas. Mon père est resté une couple de jours. Lui, il a repris l'avion puis s'en retournait. Moi, j'ai gardé mon auto là-bas. Je pensais m'en revenir 6 mois plus tard, puis je suis jamais revenu, là. Tu sais, je suis revenu au Québec pendant le temps des fêtes pour peut-être 2 semaines. Je suis retourné, puis j'ai fini par, tu sais, avoir un green card. Puis là, j'ai eu ma citoyenneté américaine. Puis j'ai eu un enfant aux États-Unis aussi. Fait mais c'est vraiment le rêve américain, finalement, là. Tu sais, t'étais là-bas, t'as compétitionné là-bas. Puis écoute, les portes se sont ouvertes pour les portes du monde se sont ouvertes finalement pour toi. Puis tu sais, qui sait qui ferait pas la même affaire, avoir la chance que tu as eu de gagner ta vie aux États-Unis. Voyons donc, de vivre en Californie, à côté de la beach. Je veux dire, c'est sûr que tu as resté là-bas. N'importe qui aurait fait la même affaire, voyons donc. Ouais, mais non, je vais pas te mentir, au début, c'était pas facile. Tu sais, c'est comme tu pars de Montréal où est-ce que tu sais, t'es un peu comme un big shot, tu sais, c'est comme pas un big shot, mais tu sais, comme je connaissais tout le monde, tu sais, je connaissais bien les filles,
Là, j'arrive en Cali, comme je suis juste un petit Québécois qui commence à parler anglais, je connais pas personne, c'est comme wow! Mais tu sais, il a fallu que je fasse ma place. Mais c'est sûr que c'est venu, mais comme les 2 premières années, ça a été un peu rough, mais après ça, ça a été la meilleure chose que j'ai pu faire dans ma vie. Mais je pense que tantôt, tu parlais de ton père, puis je pense que vos pères ont ça de ressemblance, c'est que les deux vous ont vraiment donné la chance de vivre votre sport puis d'aller jusqu'au bout de vos rêves. Tu disais, ton père t'a aidé à pacter, il est monté en Californie avec toi. Tu sais, mon frère, Ben, ton père t'a laissé le Winnebago, puis vas-y, mon homme, faire tes compés, tu sais. Fait c'est là qu'on voit à quel point le support des parents, c'est tellement important dans la carrière. Non, c'est sûr. Comme moi, j'ai été chanceux que mon père, surtout, me supporte dans le skate, parce que dans le temps, le skate, comme je disais tantôt, c'était vraiment pas connu. Puis, mon père, lui, c'était un peu un truc qui me jouait. Tu sais, mon père, moi, j'aimais pas tellement les études. Puis mon père voulait que j'aille des études. Fait que mon père, lui, son truc, c'était, écoute, si tu fais bien tes études, je vais te supporter dans qu'est-ce que tu veux. Fait que là, il dit, si t'as des bonnes notes, tu sais, je vais t'acheter un nouveau board. Tu sais, quand t'as 12, 13, 14, c'est pas comme si j'avais une job, là, je faisais pas d'argent, fait que j'avais pas les moyens de m'équiper, moi, pour faire du skate, aller au skate park, je conduisais pas, tu sais. Fait que mon père, il dit, je vais te supporter dans tout ce que tu veux faire tant que tu as des bonnes notes. Fait que moi, je me suis arrangé pour avoir des bonnes notes à l'école, même si j'aimais pas vraiment ça, mais tu sais, j'ai appris à aimer mieux ça, tu sais. Puis ça, je pouvais faire du skate comme je voulais, puis j'avais le support de ma famille avec ça. C'est cool, ça. Le sport-études est bon pour ça, entre autres. Là. Je sais que c'est comme une monnaie d'échange pour bien des sportifs qui sont peut-être moins bons à l'école, mais que tu sois bon à l'école, ça va pouvoir faire ton sport, tu sais. C'est ça. Puis, tu sais, moi, je trouve que pour être en sport-études, tu sais, faut pas nécessairement être le meilleur dans tel sport. Faut juste avoir une passion pour un sport, puis avoir des bonnes notes à l'école, puis essayer de combiner les deux, puis avoir du plaisir en faisant ça, tu sais. Ouais, vraiment. Ah, puis Luc, on a parlé de skate et tout ça, mais comme je disais, tu es un amateur de motocross. Tu en as déjà eu, puis je t'en ai même déjà vendu un. Ouais, je me rappelle, tu m'avais shippé un 125cc. Je pense qu'il était comme, je sais pas, board out. Comment t'appelles ça, là? Ouais, c'était un KX 125. Tu m'avais appelé, ben, je cherche un bike. Je t'en ai justement un. J'ai un KX 125, ça pourrait être bon pour toi. C'était un KX 125 2002 Big Board. Fait que c'était un cheater bike que j'avais à l'époque. Cheater bike. C'est ça, c'était ma dernière année que je coursais en 2002. Puis 125, à l'époque, je trouvais que le bike avançait pas bien. Fait qu'on a fait repercer le cylindre pour mettre un plus gros piston dessus, tu sais. Puis on était rendu à 165 cc, je pense, ou on a fait de même. Puis, ou non, 150 cc. Puis, fait que j'avais ça. Puis là, quand tu m'avais dit ça, je me cherche un bike. Fait que j'avais créé tout ça. J'avais chupé ça à Pierre-Luc en Californie. C'est ça. Moi, je me suis réveillé un matin et c'est arrivé sur une crate dans mon driveway. Boum, un 125. Je suis là, wow, c'est cool. J'avais même pas de pick-up ou de trailer. Moi, je prenais ce bike-là, je le ridais l'autre bord de la rue, puis il y avait un genre de open field avec des trails. Puis là, on allait se promener là-dedans en moto. Puis là, on faisait des petits jumps. Puis j'avais aussi un 50cc. Puis ça, on faisait les fous pas mal, là. J'ai presque pogné un DUI sur mon 50cc aussi une fois, là. Je l'ai sorti à peu près à 1h du matin. Je me suis fait coller par la police. Ils ont été assez gentils, ils m'ont laissé le pousser jusqu'à chez nous. Et puis, Luc parlait de 56, tu t'en rappelles-tu? Un certain soir de fête plutôt bien arrosé, quand j'habitais chez vous, on avait décidé de sortir les 50. J'avais décidé d'aller faire une petite balade dans la rue, au coin de la rue, au bout, là. Puis j'étais revenu avec la compagnie. Raconte-nous ça, l'épopée de... Ouais, non, mais ça, c'est ça. La maison que j'avais, c'est ça, c'est à la Costa, en haut de la côte. Puis c'est un développement comme pas mal résidentiel, mais il y avait une genre de rue où il n'y avait pas trop de maisons en haut, puis il y avait des collines, puis un peu de trail. Puis toi, tu étais monté là, puis tu faisais des wheelies avec la 50. Puis là, il y avait une police qui t'avait suivi jusque chez nous en avant de la maison avec la 50. C'est quasiment décevant votre histoire. Je pensais que la compagnie, c'est genre, t'avais ramené des chicks, je sais pas quoi. Non. La compagnie, c'était les bœufs. non, mais écoute, là, j'étais en 50 cc. Je m'en allais au fond, tu sais. Char de police me suit jusque chez Pierre-Luc dans le cours.
Hey, mais là, les polices, écoute, ils niaisent pas là-bas, ils niaisent pas. Là. Écoute, get down! Get down! Pierre-Luc sort de la maison, il sait pas trop qu'est-ce qui se passe. T'sais. Là, moi, je fais mon niaiseux, je fais comme si je parlais pas anglais. Avec là, mon Pierre-Luc, il parle pas anglais, il comprend pas. Là. Puis là, Pierre-Luc négociait, t'es comme le middleman entre le petit Québécois qui parlait pas anglais puis la police locale. T'sais. Ouais. Hey, moi, j'ai une histoire avec la police là-bas. Cette maison-là, OK, quand je l'ai achetée, j'avais pas encore aménagé dans la maison. J'habitais un coin de rue plus loin. Puis une fois, il était à peu près 9-10 heures le soir. Puis j'étais avec 2 de mes amis. Puis je disais, hey, je viens d'acheter une maison. Je voulais voir ça. Puis là, OK, ouais. Puis là, on conduit, on se part 2 maisons de la maison. On est encore en construction. On rentre là-dedans avec les flashlights. Je dis ça, ça va être ma chambre à coucher, la cuisine, blablabla. On sort de la maison, on embarque dans mon auto. Je conduis même pas un coin de rue. Je vois 4 autos de police à côté de moi. Là, je suis là, oh wow. Je tourne à gauche, je me fais coller. Là, je me mets à sortir mon permis de conduire. Là, les spotlights sur moi. Là, je me fais crier après la police. Take the keys out of the ignition now. With your right hand, throw them out the window. Là, je suis là, oh my God. Là, je lance les clés, je sors de l'auto. Les mains dans les airs, 4 guns pointés sur moi. Je me fais mettre en menottes. Un par un, ils nous ont sorti de l'auto, ils nous ont menottés, ils nous ont mis en arrière de l'auto de police. Là, ils nous accusaient de voler des appliances, c'est comme des électroménagers de la maison. Là, je dis, hey, je conduis une Mercedes 2 portes, là. Où est-ce que tu penses que je l'ai mis le frigidaire, esti? Je suis là, dude! Si je viens d'acheter cette maison-là, c'est à moi, là. Là, il dit, no, you're ripping out appliances. Shut the fuck up, kid. Là, je suis là, all right. Là, ils se mettent à fouiller dans ma voiture. J'ai été chanceux, j'avais les papiers d'estro sur le siège arrière de ma voiture signés. La police a vu ça, là, ils étaient en crise, ils sont excusés, puis ils nous ont laissé partir. 4 guns pointés sur ma tête, en menottes, parce que je suis allé visiter ma maison. Adrien, tu sais ce que ça veut dire, ça? La prochaine fois qu'on va visiter notre maison en construction, on est mieux de faire attention. Vas-y pas le soir avec des flashlights. Moi, c'est ça que je Oh my God! Il niaise pas. Pierre-Luc, tu me l'avais déjà compté, celle-là, je pense. Puis, tu sais, quand il avait réalisé que, 1, la Mercedes était à toi, 2, la maison était vraiment à toi, le gars, le policier était comme en esti, était comme, ouais, frustré. Il était, oh, God, là, nous autres, on était là, OK, je pense qu'on est correct. Mon ami, aussi, il avait du pot, il avait caché ça dans ses bas. En tout cas, on a été un peu chanceux dans notre malchance, mais on a été malchanceux, mais c'était pas trop smart à aller se promener avec des flashlights dans la maison à 10 heures le soir. Mais en même temps, c'est ta maison, en fait, tu penses pas, là, tu sais, tu vas visiter. Pas, mais, les voisins, ils pensaient qu'il y a du monde qui volait à la maison, tu sais. Ouais. Mais tu sais, si tu n'étais pas dans une van, là, tu sais, j'étais dans une Mercedes, là, sport. Je sais pas, mais là. ça, moi, ça me fait rire parce que mettons que ça avait été nos parents qui auraient fait ça. Mettons que ça aurait été ton père avec genre ta mère qui aurait été voir la maison avec des flashlights. Les polices seraient probablement jamais débarqués, là. Ouais, non, je sais pas. C'est vraiment des préjugés, là. C'est des jeunes avec des hoodies qui ont l'air un peu marginal. Ouais. Qui se promènent dans la maison avec des flashlights. 4 autos de police. Ouais. Non, ça ne niaisait pas, là. Ouais. T'as été victime de ton succès, là. Il y a quelque chose dans leur tête, là, ça marchait pas, là. Des 4 jeunes, une Mercedes, une maison. T'as été victime de ton succès. Puis de préjugés de la part des policiers, on va se le dire. Hey, Pierre-Luc, j'aimerais ça que tu donnes une couple de conseils à des jeunes qui aimeraient justement partir comme ça, puis leur carrière, puis des choses à faire, à ne pas faire pour des jeunes qui commencent soit en motocross ou en skateboard. Ben moi, l'expérience. Attends un peu. Je vais t'arrêter parce que je veux que tu répondes à la question tout de suite après la chronique Pantera Motorsports. On revient tout de suite après ceci. Bonjour tout le monde, bienvenue dans une autre chronique présentée par les moteurs Pantera. Cette semaine, je vais vous parler rapidement d'un petit principe scientifique, principe mécanique que les plus aguerris d'entre vous vont déjà connaître. La saison commence bientôt, on va ressortir les machines. Certains d'entre vous vont acheter des nouvelles motos, des nouveaux VTT. Principe super important, que ce soit en ingénierie ou en tant que mécanicien. Je conseille la modification ou l'ajustement de votre véhicule seulement
un item à la fois. Ce que je veux dire par là, ce qui est très important dans la méthode scientifique, si vous voulez apprendre de vos modifications, c'est super important de seulement faire une modification, que ce soit si votre moto, en ce moment, vous avez des misfires, qu'on appelle en anglais là, des ratés d'allumage. Si par exemple, vous changez la bougie, puis vous faites une modification sur votre carburation, changez un jet, etc., ça règle le problème, merveilleux, vous êtes content. Par contre, vous n'avez aucune idée lequel des deux a fait l'impact. C'était peut-être tout simplement la bougie, puis vous avez réajusté le carburateur pour rien et vous avez nui à votre combustion sans le savoir. Parfois, vous allez avoir des problèmes d'embrayage ou de transmission, rentrer vos vitesses, vous allez changer vos disques d'embrayage, mais vous allez aussi changer de type d'huile en essayant de mettre quelque chose de plus liquide pour que ce soit plus facile pour l'embrayage. Ça règle votre problème, mais vous ne savez pas lequel des deux non plus a eu l'impact là, sur la modification. Donc, le principe de base est vraiment d'y aller une modification à la fois. Au niveau carburation, au niveau suspension, c'est la même chose. Hein? On fait des clics de suspension, de rebond, de compression. On ajuste la compression du spring de votre amortisseur. Mais si vous en faites 3 à la fois, puis ça change complètement le comportement du véhicule, vous n'avez aucune idée lequel qui a fonctionné, lequel qui a nui, puis vous ne savez pas de quelle façon retourner à l'arrière si vous voulez revenir où vous en étiez. Donc, encore une fois, une seule modification à la fois, on voit l'impact, on ajuste par rapport à ça, puis on continue à évoluer. Je crois que c'est un principe super simple, mais qu'on a tendance parfois, lorsque le véhicule va mal, à vouloir modifier plein de choses pour améliorer la situation. Puis malheureusement, on se lance dans toutes les directions à la fois, puis on ne sait pas l'impact, puis on n'apprend pas dans ce processus-là, dans nos modifications et dans l'utilisation de notre véhicule. Donc, rapide chronique ce matin, c'était simplement ça. Gardez toujours ça en tête lorsque vous allez évoluer dans votre saison cet été. Modifier, changer votre chaîne, les suspensions, la carburation, etc. Même là, les machines plus récentes là, avec possibilité d'ajuster les ordinateurs électroniques et tout. Oui, c'est le fun d'avoir plein d'ajustements. Par contre, il faut comprendre l'impact de chacune d'entre elles, puis devenir de plus en plus rapide, de plus en plus aguerri comme pilote et comme mécanicien. Donc, pas plus compliqué que ça aujourd'hui. Si vous avez des questions, si vous voulez des sujets de chronique pour les prochains épisodes, simplement nous écrire en commentaire ou sur le podcast de Ben Milo, dans lequel vous pouvez voir nos chroniques à chaque semaine. Merci, au revoir. On est de retour avec Pierre-Luc Gagnon dans le podcast MotoX. Merci à nos partenaires Husqvarna Motorcycle Canada, Motovan, DL Performance, VP Race Fuel, Silverwax et Pantera. Donc, Pierre-Luc, conseil pour un jeune qui aimerait ça commencer ou évoluer ou qui espère avoir une carrière en skate ou en motocross, ce serait quoi? Ben, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que peu importe que ce soit le skate, la motocross, la musique, moi, je trouve que ce qui est important pour les jeunes, c'est de trouver une passion. Tu sais, d'avoir une passion, d'essayer de rechercher en nous, c'est quoi notre passion, c'est quoi qu'on aime vraiment faire, qu'on est vraiment passionné à faire, puis parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas capables de trouver ça, tu sais, qui sautent à gauche puis à droite. Cette semaine, je fais ci, la semaine prochaine, je fais ça. Là, je suis là-dedans, puis là, ils sont pas capables, tu sais, de trouver une chose où est-ce ils se focusent vraiment là-dessus. Tu sais, je trouve que ça, faut vraiment trouver quelque chose que t'aimes, puis que t'es prêt à faire, puis vraiment, là, tu sais, comment je pourrais dire ça, là, à nerder out là-dessus, là, comme... À t'investir à 1000% là-dedans, là, tu sais. Puis, il faut vraiment que t'aimes ça, que tu t'investisses. Il faut pas que ça soit un peu comme un travail. Tu sais, comme moi, des heures en skate, là, j'en ai mis du travail, mais ça n'a jamais vraiment été un travail, tu sais. C'est comme... Moi, passer 3 heures ou 5 heures à rampe, là, ça me dérangeait pas, tu sais, j'aimais ça. Tu sais, des fois, ça me prenait 2-3 jours à filmer un truc, là, pas de problème. Tu sais, j'aimais ça, faire ça. Fait que, tu sais, je trouve que les jeunes, faut qu'ils trouvent une passion, qu'ils s'investissent, puis qu'ils essayent de pousser ça aussi loin qu'ils peuvent, en ayant du plaisir. Parce que quand t'as pas de plaisir, puis que ça devient un travail, c'est difficile à être bon. Mais c'est vrai, Pierre-Luc, ce que tu dis, parce que j'ai comme l'impression que la nouvelle génération, tu sais, avec les réseaux sociaux, tout ça, on dirait que tout est rapide, tout est vite, tout doit être là, now, right here, right now. J'ai comme l'impression que tout l'aspect, c'est ça, travail, puis
vraiment se donner, c'est ça. C'est oublié, tu sais. C'est ça, exact, de s'oublier là-dedans puis de continuer. J'ai comme l'impression que c'est moins de valeur, mais c'est moins de valeur aujourd'hui qui est importante pour la nouvelle génération, qui est super importante. C'est ça que je voulais dire, c'est comme tu disais, c'est ça que je voulais ajouter, c'est que la partie travail est comme oubliée. Les jeunes sur les réseaux sociaux, ils voient juste la partie succès. Ben oui. Ils voient pas que, tu sais, pour avoir ce succès-là, tu as mis 10-15 ans de travail avant. Puis là, finalement, tu récoltes, comment tu dis ça encore en français, les fruits de... Tu récoltes ce que tu as semé. Ouais, tu récoltes ce que tu as semé, là. Après, tu sais, avoir travaillé pendant 10 ans, mais là, tu sais, sur les réseaux sociaux, ils pensent que, aujourd'hui, je vais devenir skater, je vais skater pendant 2 semaines. Puis là, je vais faire des handrails de 10 marches. Tu sais, oublie ça, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne, là. Tu sais, avant de faire des handrails comme ça, avant de faire un air par-dessus ta tête, là, moi, je l'ai fait pendant 15 ans, là, tu sais, c'est comme tu disais, c'est pas mal oublié. Puis moi, je trouve que les jeunes, beaucoup aussi sont axés sur l'argent au lieu de la passion. Puis quand tu as une passion, tu deviens bon, mais là, l'argent va venir, tu sais. Mais c'est que les réseaux sociaux aussi, de nos jours, créent des vedettes instantanées. Tu sais, un gars qui fait du skate depuis 3 jours peut faire une vidéo, puis ça peut devenir viral, puis le gars peut devenir successful, alors que, tu sais, il fait pas vraiment ça. Versus, je pense, votre génération, où, là, je dis vous, je m'inclus là-dedans aussi, même si je suis un petit peu plus jeune, là, les réseaux sociaux n'existaient pas, donc vous avez comme dû travailler plus fort pour connaître le succès. Mais la différence, c'est que tu sais, ce qui monte vite redescend vite. Vous, ça a peut-être pris plus de temps à créer votre carrière puis votre succès, mais vous êtes resté là pendant des dizaines d'années puis vous êtes encore là aujourd'hui. Tu sais, fait que je pense que c'est ça la principale différence du travail qu'on va y mettre aussi. Ouais, c'est sûr que sur les réseaux sociaux, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de mensonges, là, tu sais, des personnes qui se créent des fake personas ou des affaires comme ça. Des fake gourous. Ouais. Comme fake everything. Puis là, quand tu vu le fake, tu parles de fake sur Instagram. On a écouté un documentaire sur Netflix, je sais pas si tu l'as vu. Comment ça s'appelle, Andréane? Ah, c'est l'arnaqueur de Tinder. C'est ça, le gars qui vient millionnaire en sortant avec des filles. Puis, c'est bon, allez écouter ça. J'ai entendu parler. C'est malade, c'est un épisode, là, c'est bon, mais en même temps, c'est comme à quel point quelqu'un peut être stupide comme ça, puis à quel point il y a des filles qui peuvent tomber dans le panneau, là. Mais c'est vraiment bon si jamais vous cherchez quelque chose à écouter, là. Ouais. C'est un bon lien avec le fake et les réseaux sociaux. Mais là, tu parlais d'argent, Pierre-Luc, là. Tu parlais d'argent, puis tout ça. Puis là, moi, je sais un petit peu, là, j'ai vu un petit peu ton lifestyle, là, pas mal dans ton pic, là. Puis, tu sais, je regardais, les résultats, puis tes compétitions, puis là, écoute, c'est vraiment impressionnant parce qu'à partir de quoi, 99-2000 environ, tu as vraiment commencé à faire des podiums au X Games. Fait que tu as eu comme une run de 20 ans jusqu'à quoi, 2015, ta dernière médaille? 2016. 9 médailles d'or au X Games. Tu sais, c'est quoi au total? J'en ai eu 21. Combien d'athlètes au X Games ont 21 médailles? C'est pas beaucoup, là. Non, pas beaucoup, là. Tu sais, il y a Travis Pastrana, il y a peut-être... c'est Tony Hawk qui n'a pas ça non plus. Mais Tony Hawk a pris sa retraite de bonne heure. Tu sais, où est-ce qu'il a arrêté de faire la compétition. Puis il a fait plus des shows ou des choses comme ça. Mais Vegan, peut-être. Il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes qui ont des médailles comme ça. Bob Burnquist. Dans ton sport, est-ce que tu es le plus médaillé des X Games? Hein? Dans ton sport, est-ce que tu es le plus médaillé? Non, je pense que c'est en arrière de Bob Burnquist. Je pense que Bob Burnquist, avec le Mega Ramp, en a eu plus que moi parce que moi, je trouve qu'il y avait moins de compétition, là, mais... Puis il y avait son mon propre événement à Burt, là, tu sais, quand il y avait Sean White, Bucky, moi, Bob, en tout cas, c'était rough, là. Où est-ce que Bob, il avait construit la Mega Ramp dans sa cour, tu sais, il y a Mega Ramp, il y avait personne qui avait accès à ça. Puis pour pratiquer le Mega Ramp, il fallait aller skater chez Bob. Fait que là, c'est comme Bob et Danny, c'était un peu leur événement à eux, tu sais. Écoute, parle de convergence, les gars. Il y a une compétition de Big Air aux États-Unis, c'est au X Games, puis le gars la rampe, puis là, chez eux, dans sa cour. Comment ça lui a coûté monter ça dans sa cour? Ça n'a pas de bon sens? Ah, ça a dû coûter une coupe de 100 000, là, mais Oatley l'ont aidé à payer une grosse partie de la rampe, là. S'ils n'ont pas payé pour la rampe au complet. Je sais que Oatley ont investi beaucoup sur sa propriété. Lui avait une propriété à Vista, puis là-dessus, ils ont construit un Mega Ramp.
Puis après ça, tu sais, c'est comme si la compétition de freestyle motocross, le jump de freestyle était juste à la maison à Twitch. Ouais. Que tout le monde, pour aller pratiquer leur backflip, puis leur whatever, fallait qu'ils aillent chez Twitch, puis demander la permission à Twitch s'ils peuvent rider aujourd'hui. Mais je pense que j'avais été, Pierre-Luc. Non, t'étais allé. Tu m'avais amené, c'est ça, c'était dans le désert. Écoute, au milieu de nulle part. Non, écoute, c'était-tu à tes mecs-là, la Mega Ramp? Non, la Mega Ramp, il y avait Point Next, OK. qui était dans le désert, puis il y avait chez Bob aussi, qui était à Vista. Mais chez Twitch, je pensais que tu parlais de la propriété chez Twitch. Non, mais je parlais du Mega Ramp, puis que tu m'avais amené dans le désert. Ouais. Écoute, c'était un à monstre. Point Next, il fallait aller à Temecula, puis à partir de Temecula, c'est un autre comme demi-heure dans le désert. Ouais. C'était vraiment impressionnant. Puis les gars pratiquaient là-dessus. Puis, mais tu sais, si on revient aux X Games, ça payait comment une compétition? Comme t'arrivais aux X Games, tu disais, c'était quoi? C'était-tu les bonus? C'était quoi qui était payant? C'était-tu la compétition en tant que telle ou c'était vraiment les commanditaires? Mais non, est-ce que tu étais payé pour aller aux X Games? Moi, je faisais plus d'argent avec mes commanditaires que les compétitions, là. Comme en 2005, quand j'ai gagné les X Games, j'ai fait 25 000 pour gagner les X Games. Mais Monster m'ont matché un autre 25 000. Puis là, j'avais un autre, comme au moins 5 commanditaires qui me donnaient tout plein d'autres bonus. Puis j'ai fini deuxième en Mega Ramp. Fait que là, j'ai eu un autre bonus de Monster, puis un autre comme 15 000 $ pour finir deuxième. Cette semaine-là, j'ai dû faire 100 000 $. Wow. Bon, c'est une bonne semaine. Ça, c'est une bonne semaine. Ouais. C'est ce que j'ai. pas le bon sport. C'est ce qu'on appelle une bonne semaine. Mais c'est fou parce que, tu sais, on en parlait tout à l'heure, c'était un sport tellement underground, tu te faisais un peu écœurer à l'école, le petit skater. Puis, je pense pas que les gens sont conscients à quel point que ça peut être payant. C'est pas pour tout le monde, là. Je veux dire, il faut être l'exception à la règle. Là. Mais c'est quand même pas la Ligue nationale, là. Tu sais, la NHL, puis les joueurs de football, baseball, ils font plus d'argent que nous, c'est sûr. Là. Mais là, tu sais, le skate en étant un sport olympique, avec Nike, puis tout, puis les energy drinks, ça s'en vient quand même pas mal. On peut très bien gagner notre vie avec ça. Là. Mais hey, c'est ça que j'ai oublié de dire tantôt quand on parlait du sport études. Qu'est-ce qui est le plus drôle dans tout ça? C'est dans tout mon secondaire, toutes mes classes, tous les joueurs de hockey. Il n'y en a pas un qui s'est rendu dans la Ligue nationale. Puis moi, c'est moi qui faisais rire de moi, puis je suis devenu professionnel en skate. Wow. Puis Alec, tu pourrais retourner à l'école puis là, dire à tes profs puis à tous ceux qui t'ont écœuré, la gang, je pourrais tout vous acheter. L'école, je pourrais l'acheter. Tassez-vous, là. Non. Je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Mais t'étais à ton conventum pour te péter bretelles un peu. Toi, ta carrière dans la Ligue nationale, ça va? Ouais. Non, je suis pas comme ça. Tu sais, j'ai jamais... On lui salue si jamais il nous regarde, hein? La personne qui se pète les bretelles de même, là, mais tu sais, je trouvais juste ça drôle parce que je dirais pas ça si j'avais pas comme un peu fait rire de moi dans le temps, tu sais. Puis c'est même pas tant côté argent, c'est côté réussite, tu sais, je veux dire, t'as réussi dans ton sport, puis oublie tout le côté monétaire, t'as plein de médailles, puis t'as plein de trophées pour prouver que t'as travaillé fort, puis que t'as réussi professionnellement. Écoute, Ben, tu te rappelles-tu que, je sais pas, si je veux pas t'interrompre, j'avais... Non, mais je m'en allais dire, puis Alec a même passé, tout le monde en parle. Il a même été invité par Guy Lepage, tu sais. Ben, tu te rappelles-tu quand j'ai essayé de flipper le 110cc dans le fond de pit à Trois-Rivières? Ouais. Pierre-Luc était en petite vacances estivales, tu sais, avec ses chums. Il s'en allait à Québec, il décide d'arrêter chez nous à Yamachiche. Puis là, on a une petite journée backyard party un peu, puis ça va bien. Puis là, dans le temps, j'avais mon gros bac de mousse sur le terrain, tu sais. Fait que là, on était une gang, on jump là-dedans, tu sais. Fait que là, mon Pierre-Luc qui check ça, puis tout. Là, on a pas un 50, puis... Non, c'est plus qu'un 50. C'est peut-être un 110, c'est peut-être un 110 cc, mais... Pierre-Luc a essayé le backflip en motocross. Ça n'a pas bien tourné. Le bike s'est remonté sur le deck à côté du fond de pit. Moi, j'ai par chance tombé... J'ai comme tiré un peu croche quand j'ai essayé de tirer trop fort, puis j'ai tiré plus un peu vers la droite. Puis là, j'ai parti... Mais ça a l'air large, là, mais c'est pas si large que ça. Là. Quand moi, j'allais floorer sur le jump, puis là, j'ai reviré à l'envers. Là, j'étais là, oh my God, là, j'ai ditché le bike. Le bike a atterri sur le deck à côté. Moi, j'ai rentré dans le fond de pit. J'étais là, oh! Félix l'avait raconté, cette anecdote-là, mais ça me dit quelque chose. Non, c'est Félix, notre ami Martin Lampron était là. C'était lui de bord. Chéri, puis il était là, puis il avait vu ça. Puis il y a plein de monde qui était là, tu sais. Puis
Ah, t'avais failli t'estropier pas mal. Il y avait le poteau à côté, le beam de métal, il y avait la. T'étais atterri sur le. Je sais pas si c'était le foot peg ou l'exhaust, mais j'ai croché quelque chose sur ton bike. Je suis désolé. C'était pas à moi. C'était. Là, moi, je suis curieuse de savoir c'est quoi tu fais maintenant. Est-ce que ta carrière elle est terminée? Est-ce que tu skates encore? Tu fais-tu des shows, des compétitions? Tu coaches-tu? Ben là, en tout cas. Les dernières années, ça a été quand même assez difficile pour moi. J'ai passé à travers des blessures. En tout cas, je me suis déchiré un muscle dans la hanche, puis je me suis déchiré aussi le cartilage. Ils appellent ça le hip labrum. Je pense qu'en français, c'est comme le cartilage de la hanche gauche. Puis au début, je n'étais pas capable d'avoir un diagnostic comme... je n'étais pas capable d'avoir un diagnostic comme il me disait « Ah, t'as des problèmes de dos. » Là, je me suis fait injecter dans le dos. Là, j'ai passé 5 MRI. Il ne voyait pas c'est quoi le problème. Là, il y a un médecin qui s'est mis à me donner des painkillers, comme des oxy, là. Fait que là, comme moi, j'allais pratiquer, puis je me préparais mentalement là, pour 2 heures de douleur. Puis, c'est rendu que ça n'avait plus d'allure. Moi, j'essayais de skater. J'étais tout le temps en douleur. Je revenais chez nous, j'avais mal dans la hanche. Puis, le muscle que j'ai déchiré, ça s'appelle le piriformis, c'est le piriformis. Je sais pas si vous voulez faire une traduction là-dessus là, pour être sûr que c'est bon. Mais c'est un muscle qui passe de ton dos à ta hanche. Ce muscle-là, il passe à travers le nerf sciatique. Disons, le nerf sciatique est là, puis le muscle passe de chaque bord. Fait que moi, j'ai une déchirure dans ce muscle-là. Fait qu'à chaque fois que je faisais un ollie ou un kickflip, j'avais comme une douleur qui me shootait dans la jambe comme un choc électrique. Fait que là, je me suis fait prescrire des antidouleurs, puis moi, j'essaie de faire ma job. Là, au début, j'en prenais un peu, comme après avoir skaté. Là, après ça, un peu le matin, des fois. Là, après ça, j'avais tellement mal. Là, j'étais là, je suis capable de skater en prenant des antidouleurs. Là, je suis devenu comme pas mal accro là-dessus. Là, c'était en tout cas, ça n'a pas bien été, là. Je me suis fait opérer. Là, j'avais complètement arrêté de skater. Puis là, j'étais comme vraiment déprimé parce que je ne pouvais plus skater. J'étais plus vieux, j'approchais la quarantaine, j'étais blessé. J'avais passé un paquet d'MRI, me faire opérer. J'ai essayé de skater un peu après l'opération, j'avais encore mal. Puis là, en tout cas, là, j'abusais pas mal des médicaments. Là. Fait que il a fallu que je me débarrasse de tout ça. Là, honnêtement, je me suis checké en désintox. Là, puis ça n'a pas été facile. Même la première fois, là, j'ai fait ça, puis j'ai eu de la misère. Là, j'ai continué à en prendre un peu, puis il a fallu que je fasse ça comme 2 fois. Puis, mais là, ça va bien. Là, je suis défait de ça. Je suis en train de me remettre en shape. Puis j'aimerais ça recommencer à skater. Là, peut-être pas au même niveau qu'avant, mais je veux vraiment me remettre dans le skate. Là. Mm-hmm. Comme ces temps-ci, je me concentre vraiment là, à essayer d'être en santé. J'ai pris du poids un peu à cause de ça parce que j'étais blessé, déprimé. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées tout en même temps en fin de carrière. Puis, c'est ça avec les athlètes qui est vraiment pas facile. C'est qu'une fois que tu arrives en fin de carrière, puis là, que tu sais, t'es comme on top of the world pendant 20 ans de temps, tu gagnes les contests, tu voyages le monde, tu fais un paquet d'argent, la grosse auto. Puis là, c'est comme, tu te blesses, puis là, boum, tout arrête. Monster, puis commanditaire, c'est ça. Monster, on continue à me supporter, mais je suis arrivé à un bout là, où est-ce que j'étais là. Je veux même pas qu'ils me commanditent parce que je me sentais mal de pas être capable de faire ma job, tu sais. Ça te mettait de la pression, genre. Séparé un peu de tout ça. Puis là, je voulais comme, laissez-moi tranquille, là, j'ai besoin d'un break. Tu sais, aussi, ça faisait 20 ans que je faisais ça, là, mais tu sais, comme, pas à moitié, là, comme, je skatais 6 jours par semaine, je m'entraînais, tu sais, je me suis peut-être poussé un peu trop au point à être quasiment comme... écœuré. Pas blasé, mais tu sais, comme ma motivation était plus là, comme elle était au départ. Surtout avec une blessure, c'est dur de rester motivé. Quand, qu'est-ce que t'aimes faire? T'es tout le temps en douleur, tu sais, en faisant ça. Puis là, après ça, les médecins, ils donnent des médicaments que tu sais pas l'effet que ça va te donner, tout ça, tu sais, comme... Quand j'ai commencé à prendre ça, là, je savais pas que j'allais devenir accro comme ça, là, tu sais. Moi, j'étais pas c'est sûr qu'on faisait le party une fois de temps en temps, là, mais tu sais, j'étais pas un gros gars de drogue puis de boisson, là, tu sais.
Fait que ça, c'est un peu arrivé comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je me réveille un jour, je prends pas de painkillers, puis là, je suis toute malade, là, je suis obligé d'en prendre. En tout cas, c'était vraiment pas facile. Mais c'est un bon point que tu apportes, puis je pense que n'importe quel sport, t'en parlais tantôt, l'important, c'est d'avoir une passion. Tu passes des années de ta vie à être 100% dans ta passion, puis la journée que tu peux plus faire ta passion, tu te sens tellement démuni, puis tu te sens tellement comme une merde, en fait, parce que tu sais, t'as passé ta vie à être acclamé, gagner des médailles, vivre l'adrénaline que te procure cette passion-là, puis après, ben, tu fais la patate sur le divan parce que tu peux plus le faire, tu sais. Fait c'est ça. C'est tough, là, pour un athlète. C'était pas juste quelque chose que je faisais, tu sais, c'était un peu comme moi, c'était ma personnalité, tu sais, ça faisait partie de moi, là, tu sais, comme, c'était qui j'étais, qu'est-ce que je faisais, mon lifestyle, la façon de m'exprimer, tu sais, c'était pas mal, toute ma vie est alentour de ça. Puis là, comme, plus capable parce que j'ai une blessure qui m'a complètement, comme, arrêté. Fait que là, tu sais, ça m'a quand même pris du temps à être capable d'accepter ça, puis essayer de passer à travers ça, me remettre en forme, arrêter les niaiseries que je faisais, tu sais, à cause que, tu sais, j'étais déprimé, puis que j'étais blessé, puis tout. Fait que là, tu sais, j'étais là-bas depuis 21 ans, j'ai décidé de prendre, je voulais faire un changement, quelque chose de nouveau, j'avais pas vu ma famille depuis longtemps, j'ai un fils de 7 ans, il connaissait pas du tout mes parents. Fait que je me suis dit, OK, là, je vais revenir faire un tour au Québec, je vais voir comment ça va, puis là, on verra à partir de là. Fait que là, je suis venu au Québec, là, je fais un programme, là, je suis en train de me remettre en shape, je check vraiment mes macros, mon alimentation, tout ça. Puis là, ça va super bien. Mon fils apprend le français. En plus, il va à l'école francophone. Où est-ce que quand il est arrivé ici au mois de novembre, là, il parlait pas du tout français, zéro. Ah ouais. Ouais. Wow. Fait que là, mon fils, il est en première année à l'école à Mont-Tremblant ici. Là. Wow. Cool. Très cool. Pareil. Lui, il va avoir toute une vie d'avoir grandi aux États-Unis, parle anglais, déménage après ça français. Il est complètement bilingue, là, mais là, le français, il commence à l'apprendre, ça va bien. Là. Hier, c'était drôle parce que je suis allé au barbershop, puis après, quand je suis sorti, j'ai passé devant son école, puis c'était son heure du dîner, fait que j'ai arrêté, puis je l'ai vu, j'ai dit salut, puis il était avec comme 4-5 amis, tous des francophones, puis là, il y avait du fun, puis là, j'étais là, wow, ça va bien. Cool. C'est cool, c'est cool ça, mais tu sais, c'est tellement une histoire, c'est tellement, j'ai déjà vu des histoires de même, Pierre-Luc, tu sais, d'athlètes comme ça, de haut niveau, puis là, les blessures arrivent, puis après ça, des médicaments, tu sais, puis après ça, des dépendances qui finissent. C'est tellement un cas typique, tu sais, t'es habitué de tout le temps bouger puis de compétitionner. Il y en a plein de sportifs là. T'arrêtes puis tu tombes, tu glisses là-dedans sans même t'en rendre compte, comme tu l'as dit finalement, là, parce que à la base, t'es pas un gars qui a des problèmes de dépendance, que rien partout, là. Tu sais, je te connais puis je sais que il y a une raison pourquoi tu t'es rendu, parce que tu étais sérieux dans tes affaires, tu sais. Puis de tomber là-dedans comme ça dans une dépendance avec les médicaments. Pas drôle, mais je pense que ça va faire un bon film, ça, une mini-série, j'ai l'impression. C'est important. C'est important d'en parler. Ouais. Ah, excuse-moi, je ne voulais pas te couper. Je voulais juste dire que c'est important d'en parler parce que, comme Ben a dit, ça arrive plus souvent qu'on peut le penser, malheureusement. Puis c'est quand même tabou, tu sais, je vous dis, c'est pas le fun de parler de ça, mais moi, je te lève mon chapeau d'en parler ouvertement parce que t'es tellement pas le seul qui vit ça, puis justement, c'est en se disant que ça n'existe pas que c'est encore plus difficile, je pense, de s'en sortir, tu sais. Ouais. Mais c'est comme tantôt, je parlais à mes parents, puis là, ma mère, elle dit, tu vas faire un podcast? Là, ouais. Là, elle dit, là, vas-tu parler de ça, là? Là, je suis là, je suis pas pour, j'ai rien à cacher, moi. Mais là, elle dit, là, faut que tu sois honnête, là. Mais je suis là, ouais, mais tu sais, mais aussi, tu sais, qu'est-ce que je veux dire, c'est que, tu sais, il n'y a pas de discrimination là-dedans. Là, tu peux être un athlète professionnel ou tu peux être n'importe qui, là, une blessure. Puis des fois, je sais pas, je dis pas que j'étais pas bien éduqué, là, mais je pensais pas que ça allait arriver aussi vite que ça. Puis, c'est un peu le syndrome du super-héros. Hein? Le genre d'affaires que tu dis, un peu le syndrome du super-héros, le genre d'affaires que tu dis que ça arrive juste aux autres, mais ça peut pas t'arriver à toi. Exactement. Non, quand ça arrive juste aux autres, ça t'arrivera pas à toi. Ben non, accro aux pilules, ben non, oublie ça. Là. Moi, je suis un athlète professionnel, ça m'arrivera jamais.
Mais là, tu te réveilles une journée, puis t'es là, oh my God, là, j'ai besoin de ça, là, je suis pas capable de vivre sans ça. Puis là, j'ai essayé d'arrêter tout seul, là, puis ça fonctionnait pas, là, tu sais. Puis c'est surtout que t'en prenais pas pour comme faire le party, t'en prenais pour pouvoir skater, pour pouvoir faire ta passion. Ça a peut-être un peu transitionné dans ça vers la fin, là. Mais à la base, là, tu sais, c'était vraiment pour c'est un médicament qui est super fort, ça, parce que je me rappelle quand, justement, après que je sois déménagé de chez Pierre-Luc, un moment donné, j'ai pris mon petit matelas gonflable, je suis reparti avec mon panel. J'étais habité chez Dane Kennard, qui était un Australien, un gars qui était dans Metal Militia, puis lui, il était, je pense qu'il était tombé là-dessus sur le Oxycontin, là. Puis c'est quelque chose, c'est un médicament qui est super fort. Puis écoute, il était allongé sur son divan en plein après-midi, là, puis il bougeait plus, puis c'est vraiment, vraiment fort, là. Puis, moi, c'est ça qui est arrivé, c'est que, tu sais, j'étais habitué de skater, d'avoir une passion, de tout le temps en train de faire quelque chose, puis là, tout ça a arrêté, puis là, je savais plus quoi faire, tu sais. Puis ça, comme ça m'aidait à me calmer un peu, tu sais. Puis genre, tu sais, comme le high que j'avais là en faisant de la compétition, des skates, en landant un nouveau trick, que j'étais pas capable d'avoir en faisant du skate, mais là, j'avais ça en prenant des oxy, là, tu sais. Fait que c'est pas drôle, en tout cas, tu sais, je suis un peu gêné de parler de ça, là, mais c'était pas mal ça, tu sais. Mais je pense pas être gênée parce que, tu sais, comme je le disais, il y a plein, tu sais, moi, j'en connais personnellement, là, des sportifs qui c'était pas des sportifs qui ont fait les Olympiques ou des X-Games ou whatever, mais c'est des gens qui ont été sportifs toute leur vie puis qui ont eu des blessures puis que les autres aussi, après, ça a comme créé des problèmes puis tu sais, c'est comme un des risques du métier, si je peux dire ça, qui est malheureux puis qu'on parle pas, qu'on n'entend pas parler, qu'on cache, tu sais. Je pense que c'est bon d'en parler parce que, tu sais, moi, il n'y a jamais personne qui nous a parlé de ça, là. Qu'est-ce qui me fatigue, c'est que le médecin, tu sais, il m'a prescrit ça aussi ouvertement en partant, sans vraiment m'avertir autant de où je pourrais, tu sais. Des dangers. Honnêtement, là, c'est quasiment aussi bien de prendre de l'héroïne, là, parce que ça vient pas mal au même. Tant que ça. Ah ouais. Aïe. En tout cas, vas-y, excuse. Non, mais c'est parce qu'une fois que tu commences ça, puis là, que tu viens que t'en prends une certaine dose, là, ça prend pas de temps, là. 2 semaines, 1 mois, là, tu viens pas mal accro, là. C'est vraiment difficile. Ah, puis à Luc, il n'y a rien là. Moi, j'étais addict au sexe addict. Ah ouais? Ouais. Je suis encore un peu. Regarde ce que ça a donné. Hello, Alizé! Oh, ça catastrophique. Moi aussi, j'en ai un, là, ici. Bien de l'école, là. Allô, félicitations. Merci. Alizé, 5 mois, avant hier, puis c'est notre deuxième, puis là, à Jase, puis là, mon beau-père la ramène, là, il a été fait un tour de char. C'est cool, ça. Là, à Jase, Morgane, notre gars, il a, 3 ans. Dans le feu. Vous avez 2 enfants? Ouais. Ben là, comme moi, je suis venu au Québec, puis au mois de janvier, j'ai rencontré une fille. Mais là, dater à 40 ans, c'est plus comme dater à 20 ans, là, tu sais. Surtout avec des enfants, hein? Elle a 2 enfants, puis moi, j'en ai un. Fait que là, ça fait Mon père, il niaisait. Je savais pas là, que t'allais te mettre à jouer au père de famille. Arrête de me niaiser, là. À cette heure, c'est ça. Avant Pierre-Luc, il datait dans les plus grands bars, pubs en Californie, Los Angeles. C'est au récréophone. Au récréophone de Blainville. Non, c'était drôle, OK, je veux te dire ça. Elle, je l'ai rencontrée online, OK, parce que c'était durant la pandémie. Tout était fermé. Fait que là, j'étais là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'ouvrir un Facebook dating profile. Tu sais, là, je mets une petite photo de skate. Là, premier date, là, je dis, je peux pas t'amener souper au restaurant. Je peux pas t'amener prendre un verre. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, veux-tu qu'on loue une chambre d'hôtel, là? On va aller écouter un film dans une chambre d'hôtel. On va commander du room service. J'essaie pas de dire que je veux coucher avec toi le premier soir, là, mais on n'a pas bien le choix, tu sais. Là, elle dit, OK, je veux pas que ça soit weird. Je sais que c'est notre premier date, puis c'est dans une chambre d'hôtel, mais c'est durant la pandémie. Fait que là, c'est ça qu'on a fait. C'est pris une chambre d'hôtel au premier date. Ah, il disait même
ceux qui s'occupaient de ça pour le gouvernement du Canada, la santé publique du... des masques. Porter des masques en tout temps, Pierre-Luc, même dans des premières rencontres ou dans des relations sexuelles, le port du masque est obligatoire. Mais tu sais, Pierre-Luc, juste pour poursuivre là, sur l'anecdote, toi, ta première date, c'était dans une chambre d'hôtel. Ben, moi, notre première date, Ben, il m'a comme amené dans son panel van, genre. J'ai steppé up dans le panel. Dans le panel. OK. Dans le Winnebago? Ah ouais, non, dans le panel. Ah non, dans le panel. Probablement, lui qui montait en Californie. Une van, une Econoline. Oh, wow! avec le bed en arrière. Je voulais tout de suite la mettre au pas. Je voulais savoir dans quoi elle s'embarquait. OK, ouais. J'ai quand même amené au W à Montréal, là. Ah, mais mon Dieu, c'est pas gênant, ça, là. Non, pas gênant. Pas gênant, là. Pas des trois coquerelles, là. Tu sais, on s'entend. Non, mais tu sais, j'ai été chanceux parce que si je l'avais pas aimé, là, la soirée a été longue en maudit. Ouais, ça, c'est weird, hein? Imagine c'est awkward et comme, oh, fuck, faut que je me sauve. Le gars, il part chercher de la glace et il vient pas. Je pense que j'ai oublié quelque chose dans le lobby. Eh oui. Non. Eh oui. Non, ça a bien été. On a eu un beau first date. Puis après ça, il est venu me visiter au Mont-Tremblant. Puis là, en tout cas, disons que ça va pas mal vite, notre affaire, là. Tous mes amis me niaisent, là. Ils disent, ouais, on voit ton story sur Instagram, là. Ben oui. T'as l'air pas mal in love, là. Je suis là, ouais. Ben oui, ben c'est vrai. Ben c'est exactement ce que j'allais dire, Pierre-Luc. Tu n'étais pas très actif sur les réseaux sociaux dernièrement, jusqu'à temps qu'il y ait cette demoiselle dans ta vie. Puis là, les stories, les gros cœurs. Je dis, my God, qu'est-ce qui se passe avec Pierre-Luc? On n'était pas habitué de voir ça. Mais là, les gars, on n'aura pas cher, Français. C'était une date avec les... Là, vous autres, vous en avez 3, avec les 5 enfants pour écrire aux femmes. On s'organisera une activité. Au Biodôme. On voulait aller au Biodôme, on vous invitera. Ah ouais, ça serait peut-être. Et voilà. 5 enfants, nous 4. Ah ouais. Okay. On s'est même fait tatouer pour la Saint-Valentin. Oh, cute! On veut voir. Ouais, j'ai eu des roses, là, gars. Hey, écoute, t'en fais des affaires pour ta blonde, ça c'est clair. Là, tu nous mets dans la merde, Pierre-Luc, là, tu le sais pas, là. Hey, c'est pas son nom. Je veux pas me jinxer comme ça, là. Parce que faire tatouer le nom de la fille, des fois, c'est un peu... T'as pas pris de chance? Ouais. Bad luck en partant. Fait que j'ai pas fait tatouer son nom, mais on s'est fait faire des matching tattoos par Alban sur la ligne verte. Le big shout-out to Alban sur la ligne verte à Montréal. Là, c'est un de mes tatouages préférés. Cool, wow. Écoute. Ouais, il avait fait mon bras aussi il y a une couple d'années. Là. J'étais allé faire ça avec mon cousin. Pas mal 2 tatous qui se contredisent. Où est-ce que les femmes sont poison avec le serpent, mais le tatou des fleurs et des cœurs juste à côté. Un bon équilibre, c'est bon. Ouais. C'est des périodes de ta vie, Pierre-Luc, ça représente ça. Et voilà. Hey, Pierre-Luc, écoute, on va te laisser aller parce que tabarouette, ça fait déjà au-dessus d'une heure qu'on jase, puis au pire, on fera une part 2, c'est sûr. Ben, bien content de t'avoir parlé. Je pense qu'on a pas mal à se dire. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Fait que... Ouais, vraiment cool. Bien content que tu étais là. Merci d'avoir pris le temps. Merci, c'est vraiment cool. Puis on va se rejaser. Si vous avez, by the way, des amis skaters, taguez-les juste ici en bas dans les commentaires. Partagez le podcast au maximum. Ça, je peux partager sur mon réseau social? Partout, Pierre-Luc. C'est gratis en plus. Puis, avant qu'on se laisse, merci aux partenaires Husqvarna Motorcycle Canada, Motovan, DL Performance, VP Race Fuel, Silverwax et Pantera. Andréane, un gros merci. Merci à toi. Merci beaucoup. On se revoit sur l'autoroute électronique. Merci, enchanté.